Le téléphone sonna dans la nuit parisienne. Un appel qui brisa le silence comme un coup de tonnerre. Camille, les yeux grands ouverts dans l'obscurité de sa chambre, décrocha et entendit la voix tremblante de son avocate. « C'est fait. La plainte est déposée. Ta mère va être convoquée au tribunal. » Son cœur se serra. Un mélange de terreur et de libération l'envahissant. Car après des années de silence forcé, elle venait de déclarer la guerre à celle qui l'avait élevée. Et qui l'avait aussi détruite. Camille se leva, les jambes flageolantes, et se dirigea vers la fenêtre donnant sur les rues humides du Marais. La pluie battait contre les vitres, comme si le ciel pleurait avec elle. À 28 ans, elle n'était plus la jeune fille timide qu'on avait traînée dans un centre de thérapie à 16 ans. Mais les cicatrices étaient là, invisibles mais brûlantes, gravées dans son âme. Comment en était-elle arrivée là? À poursuivre en justice sa propre mère pour abus psychologiques et violation de ses droits? Tout avait commencé par un baiser volé. Un moment d'innocence qui avait tout fait basculer. C'était en 2014. Dans un lycée bourgeois de la banlieue ouest de Paris. Camille, alors en terminale, avait rencontré Sophie lors d'un cours de littérature. Sophie, avec ses cheveux courts et son sourire espiègle, était tout ce que Camille n'osait pas être, libre, affirmée, ouvertement lesbienne. Elle s'était rapprochée lors d'un projet sur Baudelaire, passant des heures à discuter des fleurs du mal, mais aussi de leurs rêves secrets. Un soir, après une répétition théâtrale, sous les lumières tamisées de la salle vide, Sophie avait posé ses lèvres sur celles de Camille. Ce fut un feu d'artifice intérieur. Une révélation qui fit éclater les barrières que Camille avait érigées autour de son identité. Mais ce baiser, vu par une camarade indiscrète, déclencha une tempête. Le lendemain, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Camille rentra chez elle, le cœur battant, pour trouver sa mère, Isabelle, l'attendant dans le salon, le visage pâle et les yeux rougis. Isabelle, une femme conservatrice issue d'une famille catholique stricte, travaillait comme professeure d'histoire à l'université. Elle avait élevé Camille seule après le départ de son père, un homme absent qui n'avait laissé que des regrets. « C'est vrai ?» demanda Isabelle d'une voix glaciale. « Tu es comme ça ?» Camille, terrifiée, hocha la tête, espérant un soutien. Au lieu de cela, sa mère explosa. « C'est une phase. Une erreur. Tu ne peux pas me faire ça. » Les jours suivants furent un enfer de disputes, de silences pesants et de regards accusateurs. Isabelle, convaincue que l'homosexualité de sa fille était une maladie influencée par la société moderne, commença à chercher des solutions. Elle contacta des associations religieuses, des psychologues spécialisés dans ce qu'on appelait pudiquement thérapie de réorientation sexuelle. Camille, piégée dans sa propre maison, se sentait comme une prisonnière. Elle tenta de résister, expliquant à sa mère que c'était qui elle était, que l'amour n'avait pas de genre. Mais Isabelle, aveuglée par ses convictions et la peur du qu'en dira-t-on, ne l'écouta pas. « C'est pour ton bien, ma chérie. Tu verras. On va te guérir. » Ces mots, prononcés avec une tendresse forcée, étaient comme des poignards. Camille, encore mineure, n'avait nulle part où aller. Ses amis, effrayés par la rumeur, s'éloignèrent. Sophie fut renvoyée du lycée sous un prétexte fallacieux. Isolée, Camille céda à la pression. Le centre se trouvait dans une petite ville de province, un bâtiment anonyme entouré de hauts murs. Isabelle l'y conduisit un matin pluvieux,
Les valises à la main. C'est temporaire, promit-elle. Juste le temps de te remettre sur le droit chemin. Camille, les larmes aux yeux, entra dans ce lieu qui ressemblait plus à une prison qu'à un centre thérapeutique. Les séances commencèrent immédiatement, des heures de discussion avec des thérapeutes qui affirmaient que son attirance pour les femmes était due à un trauma infantile. À l'absence du père? À une rébellion adolescente. On lui montrait des images choquantes. On lui imposait des exercices de réassociation pour associer l'homosexualité à la douleur. Camille résistait intérieurement. Mais extérieurement, elle feignait la coopération pour survivre. Les nuits étaient les pires. Allongée sur son lit dur, elle repensait à Sophie. À ce baiser qui avait tout changé. Elle se sentait brisée. Doutant d'elle-même. Était-ce vraiment une maladie? Sa mère l'aimait-elle vraiment? Ou n'aimait-elle qu'une version idéalisée d'elle? Les conflits intérieurs la rongeaient. Elle écrivit des lettres à Isabelle, suppliant d'être ramenée à la maison. Mais les réponses étaient toujours les mêmes. Patience. C'est pour ton avenir. Après 3 mois, Camille fut libérée. Déclarée guérie. Isabelle l'accueillit avec des embrassades, convaincue d'avoir sauvé sa fille. Mais Camille, revenue à Paris, n'était plus la même. Elle s'enferma dans un silence protecteur, datant des garçons pour plaire à sa mère, tout en étouffant ses vrais sentiments. Les années passèrent. Camille entra à l'université, étudiant le droit. Ironiquement, elle déménagea dans un petit appartement, cherchant l'indépendance. Mais les ombres du passé la suivaient. Des crises d'angoisse, des cauchemars où elle revivait les séances. Elle rencontra d'autres femmes, en secret, mais chaque relation était entachée de peur. Un jour, lors d'une conférence sur les droits LGBT, elle entendit un témoignage similaire au sien. Une femme racontait comment elle avait poursuivi ses parents pour thérapie de conversion. Ce fut le déclic. Camille contacta une association, puis une avocate spécialisée. Les preuves s'accumulaient, documents du centre, email d'Isabelle, témoignages d'anciens patients. La décision de porter plainte fut la plus dure de sa vie. Elle signifiait trahir sa mère, ou du moins l'idée qu'elle s'en faisait. Isabelle, informée par un appel de l'avocate, réagit avec fureur. « Comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Camille, tremblante, répondit, « C'est précisément pour ça que je le fais. Pour guérir de ce que tu m'as infligé. » Le gouffre entre elles s'élargit. Un abîme de ressentiment et d'amour brisé. Camille savait que ce procès serait un combat public, exposant leurs secrets au monde. Mais c'était le prix pour reclin son identité. Les semaines précédant le dépôt de plainte furent un tourbillon d'émotions pour Camille. Elle passait ses nuits à relire les vieux journaux intimes qu'elle avait cachés. Des pages noircies de doutes et de colère. Chaque mot rappelait la trahison initiale. Comment Isabelle avait choisi ses croyances sur l'amour de sa fille. Camille se rendait à des réunions avec son avocate. Laurent. Une femme d'une 40aine d'années au regard perçant, spécialisée dans les affaires de droits humains. C'est solide, assurait-elle. Les thérapies de conversion sont illégales en France depuis 2022. Mais rétroactivement, on peut targuer d'abus. Camille hochait la tête. Mais intérieurement, elle se demandait si la justice pouvait réparer une âme fracturée. Pendant ce temps, Isabelle vivait son propre enfer. À 60 ans, retraitée, elle habitait toujours la maison familiale à Neuilly. L'appel de l'avocate l'avait laissée sans voix. Puis enragée. « Ma propre fille me traîne en justice ?» murmurait-elle à son reflet dans le miroir.
J'ai tout sacrifié pour elle. Elle repensait à son éducation rigide, à ses parents qui lui avaient inculqué que l'homosexualité était un péché. Quand Camille avait avoué, Isabelle avait paniqué, voyant sa fille perdue dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Le centre avait semblé une bouée de sauvetage, recommandée par un prêtre ami. Mais maintenant, face à la plainte, elle doutait. Était-ce vraiment pour le bien de Camille? Ou pour apaiser sa propre peur? Isabelle contacta un avocat, un vieil ami de la famille, pour se défendre. C'était en 2014. Plaida-t-elle. À l'époque, ce n'était pas illégal. Mais son avocat fronça les sourcils, les tribunaux regardent l'impact psychologique. Préparez-vous à une bataille. Isabelle, isolée, appela des amis conservateurs pour du soutien. Mais beaucoup se distancèrent, craignant le scandale. Elle écrivit une lettre à Camille, pleine de reproches: tu détruis notre famille pour une mode passagère. Camille, la lisant, sentit une vague de tristesse. Comment sa mère pouvait-elle encore nier? Camille, de son côté, reconstruisait sa vie. Elle travaillait comme assistante juridique dans un cabinet du centre de Paris, un job qui lui permettait de payer les frais. Elle avait recommencé à sortir avec des femmes, ouvertement cette fois. Sa relation avec Léa, une artiste rencontrée dans un café du quartier latin, était un baume sur ses blessures. Léa, avec ses tatouages discrets et son rire contagieux, l'encourageait: tu es forte, Camille. Ce procès, c'est ta victoire. Mais même avec Léa, Camille gardait des secrets. Des nuits où elle se réveillait en sueur, hantée par les thérapies. Un soir, lors d'un dîner avec des amis LGBT, la conversation tourna autour des familles toxiques. Une amie raconta comment ses parents l'avaient reniée. Camille, émue, partagea son histoire pour la première fois publiquement. Les réactions furent un mélange de compassion et d'indignation. Tu fais bien de la poursuivre, dit un ami. C'est un message pour tous les parents comme elle. Cela renforça la détermination de Camille, mais aussi sa peur. Et si le tribunal la déboutait? Et si sa mère gagnait? Renforçant ses convictions, la plainte fut déposée au tribunal de grande instance de Paris. Les médias s'emparèrent de l'affaire, titrant: une fille poursuit sa mère pour thérapie de conversion. Camille refusa les interviews. Mais Isabelle, dans un moment de désespoir, accorda une à un journal conservateur. J'ai agi par amour, déclara-t-elle. La société pousse les jeunes à des choix extrêmes. Ces mots, lus par Camille, furent comme une gifle. Elle appela sa mère pour la première fois depuis des mois. Amour? C'est de la haine déguisée. Isabelle pleura. Je voulais te protéger. Leur conversation se termina en cris, creusant plus profond le fossé. Camille se tourna vers la thérapie. Une vraie cette fois. Avec une psychologue spécialisée en trauma LGBT. Les séances étaient douloureuses, déterrant des souvenirs enfouis, les électrochocs simulés, les prières forcées, les affirmations répétées: je suis hétérosexuel. Vous avez été conditionné à vous haïr? Expliqua la psy. Ce procès est une étape pour vous réapproprier. Camille pleurait souvent, mais sortait plus forte. Elle commença à militer discrètement, rejoignant des groupes comme SOS Homophobie, trouvant une communauté qui la validait. Isabelle, quant à elle, affrontait ses démons. Elle relisait les lettres de Camille du centre, réalisant la souffrance qu'elle avait ignorée. Un soir, elle visita un site LGBT.
lisant des témoignages. Pour la première fois, elle questionna ses croyances. Mais l'orgueil l'empêchait d'admettre ses torts. Son avocat la préparait, on plaidera l'intention bienveillante. Isabelle hochait la tête. Mais au fond, elle se sentait perdue. L'audience approchait. Camille, nerveuse, préparait son témoignage. Elle savait que ce serait confrontant. Face à sa mère dans une salle froide. Léa la soutenait, peu importe le verdict. Tu as déjà gagné en parlant. Mais Camille voulait plus, une reconnaissance. Une excuse. Le prix était haut, perdre définitivement sa mère. Ou gagner une justice vide. Le jour de l'audience arriva sous un ciel gris parisien. Le tribunal bondé de journalistes et de militants. Camille entra. Le cœur battant. Vêtue d'un tailleur sobre. Léa à ses côtés pour le soutien moral. Isabelle était déjà là. Assise de l'autre côté. Le visage marqué par l'insomnie. Son avocat murmurant à son oreille. Leurs regards se croisèrent. Un instant chargé d'une douleur muette. Le juge. Une femme d'une cinquantaine d'années au ton impartial. Ouvrit la séance. Affaire Moreau contre Moreau. Plainte pour abus psychologiques et violation des droits fondamentaux. Camille inspira profondément. Prête à revivre son calvaire. Laurent commença par exposer les faits, les documents du centre. Les expertises psychiatriques prouvant les dommages durables. Ma cliente a été soumise à des pratiques barbares. Interdites aujourd'hui. Mais illégales moralement à l'époque. Puis ce fut au tour de Camille de témoigner. Debout à la barre. La voix tremblante au début. Elle raconta tout, le baiser avec Sophie. La réaction de sa mère. Les mois au centre. J'ai été forcée à nier qui j'étais. Ça m'a brisé. Des larmes coulèrent. Mais elle continua. Décrivant les crises actuelles. L'impact sur sa vie amoureuse. La salle était silencieuse. Touchée par sa vulnérabilité. Isabelle écoutait. Les mains crispées sur son sac. Quand vint son tour. Elle se leva. La voix brisée, j'ai cru bien faire. J'avais peur pour elle. Dans une société hostile. Son avocat insista sur le contexte de 2014. L'absence de loi explicite. Mais Laurent contre-attaqua, l'amour ne justifie pas la torture. Des experts défilèrent, un psychiatre expliquant les effets dévastateurs des thérapies de conversion. Un militant LGBT citant des cas similaires. Isabelle se sentait acculée. Ses certitudes ébranlées. Après la séance, Camille rentra épuisée. Léa la serrant dans ses bras. Tu as été incroyable. Mais les doutes assaillaient Camille, et si le juge voyait en Isabelle une mère égarée? Pas une coupable? Isabelle. De son côté. Erra dans les rues. Repensant aux mots de sa fille. Pour la première fois. Elle admit intérieurement son erreur. Elle appela une vieille amie progressiste. Confessant, j'ai peut-être détruit ma fille. L'amie conseilla, excuse-toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Les audiences se succédèrent. Chacune plus intense. Un jour. Sophie témoigna par visio. Racontant leur histoire d'amour naissante brisée. Camille était heureuse avant ça. Isabelle baissa les yeux. Touchée. Un autre jour. Des enregistrements audio du centre furent joués. Des voix forçant des aveux. Camille ferma les yeux. Revivant la douleur. Le public réagit. Des murmures d'indignation. Le juge nota tout. Impassible. En dehors du tribunal. La vie continuait. Camille reçut des messages de soutien anonymes.
mais aussi des menaces de groupes conservateurs. Elle renforça sa sécurité, mais refusa de se cacher. Léa l'aida à organiser une petite manifestation, où des pancartes clamaient « Stop aux thérapies de conversion ». Isabelle vit les images à la télé. Le cœur serré. Elle commença à lire des livres sur l'homosexualité, questionnant sa foi. Un prêtre moderne lui dit « L'amour de Dieu est inconditionnel ». Cela la fit réfléchir. Une confrontation privée eut lieu. Isabelle envoya un message « Rencontrons-nous ». Elles se virent dans un café neutre. L'atmosphère tendue. « Pourquoi fais-tu ça » demanda Isabelle. Camille répondit « Pour que tu comprennes le mal que tu as fait ». Elles parlèrent des heures. Des larmes coulant. Isabelle avoua « J'avais peur de te perdre. » Camille, tu m'as perdu en me changeant. Pas d'excuse claire, mais un début de dialogue. Le verdict approchait. Camille se préparait au pire, sachant que gagner signifierait couper les ponts définitivement. Isabelle, tourmentée, envisagea un règlement à l'amiable. Mais son orgueil l'en empêcha. Le prix pour chacune était immense, pour Camille. La liberté au cou de la famille, pour Isabelle. L'humiliation pour une possible rédemption. Les délibérations durèrent des semaines. Un temps suspendu où Camille oscillait entre espoir et désespoir. Elle continua son travail. Mais chaque jour était teinté d'anxiété. Léa la distrayait avec des promenades le long de la Seine. Des discussions sur l'avenir. Quoi qu'il arrive, on construira notre vie. Camille souriait. Mais intérieurement, elle pesait les choix, pardonner ou punir? Pardonner signifierait peut-être minimiser sa souffrance, punir? Perpétuer la haine. Isabelle, isolée dans sa maison, recevait des visites de familles lointaines, qui la jugeaient. Tu as exagéré, disaient certains. Elle se replia sur elle-même, relisant la Bible, cherchant des réponses. Un soir, elle trouva un passage sur le pardon. Mais le appliquait-elle à elle-même ou à Camille? Elle écrivit une lettre. Non envoyée, je suis désolée. Ma fille. Le poids de ses actions l'écrasait. Le jour du verdict, le tribunal était comble. Le juge annonça, la Cour reconnaît les faits d'abus psychologiques. Madame Isabelle Moreau est condamnée à des dommages et intérêts. Et à une interdiction d'approche temporaire. Un murmure parcourut la salle. Camille, stupéfaite, sentit les larmes monter. Victoire, mais amère. Isabelle, pâle, quitta la salle sans un mot. Son monde s'effondrant. Les médias explosèrent, victoire pour les droits LGBT contre les thérapies de conversion. Camille accepta une interview. Parlant calmement, ce n'est pas contre ma mère, mais contre un système qui détruit des vies. Des associations la félicitèrent, la voyant comme une pionnière. Mais chez elle, seule, elle pleura pour la mère perdue. Léa la consola, tu as reclin ton identité. Isabelle, dévastée, vendit la maison et déménagea en province, fuyant les regards. Elle commença une thérapie, confrontant ses préjugés. Des mois plus tard, elle envoya un email, je comprends maintenant. Pardonne-moi. Camille lut. Le cœur serré. Répondre signifierait rouvrir la plaie, ignorer. Clore définitivement. Elle choisit d'attendre, pesant le coup. Camille s'épanouit, promotion au travail. Engagement militant plus fort. Elle écrivit un livre anonyme sur son expérience. Et dans d'autres. Léa et elle parlèrent mariage. Un futur lumineux. Mais les ombres persistaient, des anniversaires sans appel.
Des fêtes solitaires. Le prix de la liberté était la solitude familiale. Isabelle, transformée, rejoignit un groupe de parents d'enfants LGBT, apprenant l'acceptation. Elle regrettait, mais le passé était irréversible. Une rencontre fortuite à Paris, elles se croisèrent dans une rue. Regards échangés. Mots hésitants. Maman, murmura Camille. Ma fille, répondit Isabelle. Un début fragile. Les mois suivants furent une reconstruction lente pour les deux femmes. Camille, avec le soutien de Léa, intégra pleinement sa victoire. Elle parla dans des conférences, inspirant des jeunes. Ne laissez pas la société dicter votre identité. Son livre devint un best-seller discret, touchant des âmes brisées. Mais chaque nuit, elle se questionnait, avait-elle fait le bon choix en poursuivant? Le pardon était-il faiblesse ou force? Isabelle, en province, s'impliqua dans des associations, aidant d'autres parents à éviter ces erreurs. Elle écrivit des articles anonymes, confessant ses fautes. J'ai perdu ma fille par ignorance. Lentement, elle reconstruisit sa vie. Mais le regret était constant. Elle envoya des cadeaux pour l'anniversaire de Camille. Des gestes timides. Une année passa. Camille, enceinte via insémination avec Léa, réfléchit à l'héritage. Voulait-elle que son enfant connaisse sa grand-mère? Elle contacta Isabelle, rencontrons-nous. Elles se virent dans un parc parisien. L'atmosphère chargée. Isabelle pleura, je suis tellement désolée. J'étais aveugle. Camille, émue, répondit, moi aussi. J'ai souffert. Mais on peut essayer. Un pardon prudent naquit. Non total, mais suffisant pour un nouveau départ. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Camille devint avocate pleine, défendant des cas similaires. Isabelle, retraitée active, milita pour l'égalité. Leur relation se réchauffa lentement. Des appels, des visites. Mais les cicatrices restaient. Rappel de choix controversés. Était-il juste que Camille ait poursuivi sa mère? Ou le pardon sans justice aurait-il été plus noble?